voudrais remercier quand même tout le monde, particulièrement l'association des officiers de la marine marchande. Je ne vais pas prendre le temps de trop parler puisque la présentation va prendre beaucoup de temps. Mais je remercie quand même l'association et donc tous ces officiers-là qui ont fait corps pour justement créer cette structure et nous permettre de nous d'échanger. Voilà, je vais passer directement. Je suis plutôt, je ne sais pas trop parler, mais je préfère ça. Je vais parler de la pollution maritime, la pollution marine, la pollution, ces différents types de pollution déjà pour introduire le sujet. La première, c'est la définition. Ce qu'il faut retenir, c'est la définition donnée par l'Organisation maritime internationale et l'Organisation des Nations Unies d'abord, la pollution marine. Donc, c'est l'introduction de substances ou d'énergie. Les deux mots sont importants. Substance ou énergie dans l'environnement marin. Ça va qui peut nuire à l'espèce vivante, aux activités maritimes et à la qualité de l'eau ou dégrader les équipements. Alors, il faut faire une nuance. Il y a plusieurs types de pollution. Celle qui va nous intéresser particulièrement, ça va être la pollution maritime. Mais la pollution de la mer, la pollution marine, va être influencée par ce qu'on appelle la pollution tellurique, d'origine tellurique, donc de la terre, qui va se déverser à travers les rivières, etc., sur la mer, sur l'océan. Ensuite, faire la différence entre la pollution marine, qui est beaucoup plus ouverte, qui est beaucoup plus étendue, par rapport à la pollution maritime. La pollution marine étant la contamination générale des océans, alors que la pollution maritime va être liée aux activités de navigation, de l'offshore, par exemple, et du transport maritime en mer. Vous avez la pollution sonore créée par les navires les gros bateaux qui traversent la mer, qui font envoyer des sons qui vont déstabiliser les baleines, par exemple. Je donne un exemple. Les baleines qui vont perdre leur écolocalisation, leur possibilité de se localiser. Il y a la pollution lumineuse qui va être créée par exemple, les plateformes qui vont bientôt, qu'on va retrouver dans les côtes sénégalaises, parce que la lumière qu'elles vont dégager va constituer une pollution qui va un peu déstabiliser les écosystèmes et la faune. La pollution de l'atmosphère, on va en parler aujourd'hui. Et puis, un terme utilisé par l'Organisation maritime internationale, c'est la pollution par les navires. Et celle qui nous intéresse, parce que c'est celle qui va toucher Marpol. Alors, en 1972, il y a eu la conférence des Nations Unies, le principe 7, qui va énumérer, qui va justement énumérer certains principes, dont le 7. Le principe 7, c'est que les États comme le Sénégal devra prendre toutes les mesures pour empêcher la pollution de sa mer et des mers, d'accord, par des substances qui risquent de mettre en danger la santé de l'humain, etc., des organismes marins, les écosystèmes, etc. La réponse internationale va se situer à plusieurs niveaux. D'abord, au plus haut niveau, en 1982, il y a eu la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, UNCLOS. Le protocole de Montréal, après, a suivi la Convention d'Abidjan au niveau local. Alors, le droit de la mer, la Convention sur le droit de la mer est une convention parapluie, cadre. Donc, tout ce qui est du maritime découle justement de cette convention sur le droit de la mer. Les collègues en parleront certainement. Ensuite, il y a le protocole de Montréal qui va interdire, on va voir ce qu'elle va interdire, interdire certains produits qui vont s'attaquer à la couche d'ozone. La Convention d'Abidjan couvre notre région pour la protection justement et la gestion des côtes, de la gestion des ressources marines et de la pollution en cas d'urgence. Et la dernière, c'est la Convention des Nations Unies, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Vous vous rappelez la COP 21, 2015, Paris, etc. Donc justement, c'était les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'il fallait maîtriser, de façon à rester à moins de 1,5 degré, ce qui n'est pas réalisable en ce moment d'après les études.
Alors, derrière tout cela, bien sûr, il va y avoir l'Organisation maritime internationale, qui est l'agence spécialisée des Nations Unies, justement pour tout ce qui est concerne le transport maritime. Sa devise, on la connaît très bien, sécurité, sûreté, efficacité de la navigation sur des océans propres, MARPOL. Donc, l'organisation internationale est l'organisation qui a été désignée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer comme étant l'organisation compétente en matière de navigation et qui donc va adopter des conventions, etc. L'organisation va maintenir un équilibre entre le commerce international et les aspects liés à la sécurité, à la sûreté, à la gestion voilà. Donc, l'organisation va adopter un certain nombre de conventions. Au minimum 50, en ce moment, il y a un peu plus de 50 conventions. Ces 50 conventions, en fait, des protocoles aussi, une centaine de protocoles, des recommandations, toute la littérature nécessaire pour justement gérer techniquement et commercialement, surtout techniquement, la navigation et le shipping. Alors, les aspects vont couvrir la conception des navires. La conception des navires, je me rappelle bien l'Alliance Diata, on l'a conçu sur le papier, ici à Dakar. Il a été retourné d'Allemagne avec des corrections. On l'a travaillé plusieurs fois avant qu'il ne devienne cette Alliance Diata que nous avons vue. Donc, la conception, c'est l'OMI qui s'en occupe. Les activités de transport, de chargement, de déchargement, l'OMI a des réglementations, des directives sur les équipements, que ce soit les guindours, que ce soit les moteurs, que ce soit les oil water separators, etc. Tout l'entretien des navires. Vous voyez ici Dakar Nav, l'entretien, la surveillance, la délivrance du certificat de construction passe par un dry dock, c'est directive de l'OMI. Mais également les équipages, vous voyez, c'est l'OMI qui s'en occupe. Mais également les émissions, les décharges, etc., c'est l'OMI qui s'en occupe. Alors, la convention MARPOL est un des piliers de l'OMI, du transport maritime en matière de normalisation. Vous voyez, SOLAS, MARPOL, CCW, MLC, celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est MARPOL, c'est un des 4 piliers de la Convention. L'OMI s'occupe de la sécurité, bien sûr, on ne va pas rentrer dedans, mais on va se focaliser sur la pollution maritime, la prévention de la pollution. La première, c'est MARPOL, celle dont on va parler aujourd'hui. La Convention de Londres, on n'en parlera pas sur le dumping, c'est-à-dire donc l'immersion des marines. Ensuite, il y a eu les systèmes anti-salissure, la gestion des eaux de ballast. J'ai mis en rouge. Il y a une spécialiste ici, Madame Awa Kamara. La gestion des eaux de ballast, c'est de la pollution biologique. Et nous, on est très exposés au Sénégal. Malheureusement, on n'en a pas encore pris réellement conscience. Ensuite, il y a la Convention sur l'enlèvement des épaves, qui est entrée en vigueur, le recyclage des navires, l'intervention. L'intervention n'est pas une convention de prévention, c'est une convention de réponse, d'action. Ensuite, il y a le dernier, c'est le bioencrassement. Je ne suis pas sûr si vous avez déjà entendu parler de cela. Et ça va être la convention de demain. Je disais à Adam Gueye, dans 5 ou 10 ans, cet aspect de la législation internationale va amener l'ONU à peut-être, probablement, il y a de fortes chances à faire de cette bioencrassement une convention et probablement une annexe supplémentaire à MARPOL. Blue Falling, voilà. C'est ça? Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît, là. Voilà. Donc, cette image-là qui ressemble plutôt à un tableau de peinture, là, assez joli, et dramatiquement, je veux dire, vous vous rappelez, il y a quelques années, je ne vais pas m'attarder dessus, il y a 1 an, 2 ans, il y a eu au Sénégal un énorme brouhaha, je veux dire,
au niveau des pêcheurs. Les pêcheurs qui sortaient et qui revenaient avec beaucoup de problèmes de dermatologie, de tout ça. On a beaucoup spéculé, mais dès le début, on savait que c'était ça. C'était ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des marées rouges, hein? C'est des marées qui sont d'origine, l'origine, justement, la cause, c'est ces eaux de ballast dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez? On a regardé, on a dit souvent c'est des pétroliers qui ont peut-être dégazé, c'est des chimiquiers qui ont peut-être dégazé, etc. Mais en réalité, c'est biologique. D'accord? Alors, les sources de pollution des navires, on a plusieurs sources. On les verra. On ne va pas regarder dans le détail. Mais on verra bien que tout est pris en compte par l'OMI. Particulièrement Marpol 6, comme le ministre l'a rappelé tout à l'heure, avec les 6 annexes, ça couvre l'ensemble. En plus de ça, il va y avoir les émissions dues à la peinture, donc de coque, mais également les rejets d'eau de ballast. La Convention internationale pour la prévention de la pollution des navires, Marpol, je ne dis pas Marpol 73-78, et je vais revenir dessus. On va en parler maintenant de sa création, son histoire, ses objectifs, son importance et son impact. En 1948, il y a eu la création de l'OMCI à l'époque. C'est le papa plutôt de l'OMI. L'OMI, c'était dans les années 80. Mais c'est l'OMCI qui était consultative, alors que maintenant, c'est une qui prend des décisions. Et en 1954, il y a eu bien sûr, on est entre, comment on appelle, SOLAS et OILPOL. Hein. SOLAS, vous rappelez l'accident du Titanic. Là, on est en 54. La première convention, OILPOL, c'est la première convention sur la gestion de l'eau des hydrocarbures. Ensuite, je pense que le ministre a parlé de ce navire-là, le Torrey Canyon, en 1967, qui a en fait déclenché tout le travail de l'Organisation maritime internationale. Le Torrey Canyon s'est cassé entre les œufs en Nord-Atlantique et il y a eu beaucoup de déversements. Et puis donc, entre 1973 et 1978, on a adopté la Convention 73-70 avec son protocole de 78. D'accord? Alors, et ça, c'est à la suite d'une conférence internationale qu'on a appelée le Tanker Safety and Pollution Prevention, qui a été convoquée entre le 6 et le 17. Le 6 et le 7 février 78. Oui? Alors que là, on est en septembre 73, c'est-à-dire 50 ans aujourd'hui, l'adoption. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, le Torrey Canyon s'est cassé. Il y a eu d'autres. La Cadiz s'est cassé en 78. Il y a eu l'Exxon Valdez aux États-Unis qui s'est échoué. Il y a le Asian Seas aussi qui s'est échoué. Le Braer, le Sea Empress. Tous ces accidents, en fait, ont amené la communauté internationale à regarder de plus près la Convention et d'apporter des corrections, ce qui a entraîné ce qu'on appelle le protocole de 78. Entre 78 maintenant et 97, vous voyez, il y a pratiquement 20 ans, hein, il y a eu 3 annexes qui ont été rajoutées. Ça va être l'annexe 3, l'annexe 4 et l'annexe 5. Et en 1997, le nouveau protocole 97, qui a été convoqué par une conférence internationale et qui a donné naissance à l'annexe 6, qui a été adopté, qui est entré en vigueur au mois de mai 2005. Alors, depuis 2005, des événements importants. Premièrement, l'objectif 2020 de l'OMI, réduction des émissions d'oxyde de soufre des navires. 1er janvier 2020, on a demandé à tous les navires de se conformer à une nouvelle norme. D'accord? Cette nouvelle norme, on va la voir très rapidement. Les 6 annexes de l'organisation de Marpol sont les suivantes. L'annexe 1 et l'annexe 2, donc, sur les hydrocarbures et les substances liquides nocives transportées en vrac. Ensuite, vous avez les 3 autres. L'annexe 3, substances nuisibles transportées en colis, et puis les eaux usées et les ordures
de navires. Les deux premiers sont obligatoires. Quand vous ratifiez MARPOL, vous êtes obligé de ratifier 1 et 2. Vous ne pouvez pas ratifier 1 et laisser le 2 et aller sur les 3 autres. Alors que les 3 autres sont optionnels. Vous pouvez les choisir ou pas. La première va traiter donc des hydrocarbures, accidents et les accidents et puis les déversements qui sont dus aux opérations également. Voilà. Et il y a eu beaucoup d'amendements. Il y a eu des amendements qui ont rendu, particulièrement l'amendement de 92 qui a rendu obligatoire les navires à double coque. Ensuite, vous avez l'annexe 2 qui va traiter de la prévention des substances liquides nocives. Et on a dénombré un peu plus de 250 substances qui sont transportées en mer. Certaines substances sont extrêmement graves, extrêmement dangereuses. Si vous prenez dans certaines substances qui sont transportées en mer, si vous prenez un verre normal ou de 200 centilitres ou de 100 centilitres, que vous déversez en mer, vous risquez, vous pouvez, et même si pas vous pouvez, vous tuez toute la faune sur un rayon de à peu près 200 km². D'accord? Ils sont tellement dangereux qu'ils sont réglementés, extrêmement sévères. Et selon le type de substance, on va classer ces navires-là en navires extrêmement sûrs. Extrêmement sûrs, ça n'existe pas, mais navires très sûrs, navires relativement sûrs, et les navires qui peuvent transporter d'autres produits, comme l'huile, par exemple, l'huile végétale. Alors, l'annexe 3 va traiter justement, des colis. Mais il va traiter de l'emballage, le marquage, l'étiquetage. Ça va être des colis de cette nature, mais également, ça va être des conteneurs. Vous voyez, ça va être des conteneurs également. Quand vous voyez cela dessus, c'est qu'on est en plein transport de substances nuisibles transportées en colis, et on est sous le régime du AMDG Code, le code AMDG. Okay? Alors, l'annexe 4 va traiter des eaux usées. Les toilettes de navires doivent être traitées, soit par un système de traitement ou bien un système de broyage et de désinfection. Mais on n'a pas le droit de les déverser ici dans le port et sur une certaine distance de la côte. Et c'est réglementé et c'est celle-là qu'elle va être. La 5 va traiter maintenant des ordures. Oui, la 5 a été réécrite, d'accord, en 2005 pour le mettre à jour, mais également intégrer certains types de déchets. Vous voyez, on a toute la liste des déchets qui sont traités, mais il y en a la catégorie K qui va traiter de résidus de cargaison maintenant qui sont nuisibles à l'environnement marin. Les techniciens de Cosama et les marins savent parfaitement qu'il y a une jonction entre MARPOL et SOLAS en matière de sécurité également et en matière de pollution. Vous voyez? Et quand vous avez ce qu'on appelle par exemple IBC Code et IGC Code, les deux vont s'imbriquer justement parce qu'il y a des aspects de sécurité qui doivent obligatoirement impacter les aspects de construction au niveau de la pollution. Le tableau final, ce tableau, la récapitulative, montre dans quel secteur du maritime, de la mer ou des océans, on peut ou on ne peut pas décharger ces produits que j'ai mentionnés tout à l'heure. C'est le 5. Voilà. Donc, j'ai parlé de ces 6 annexes-là, et j'ai parlé des 5 annexes. Et là, on va parler maintenant de la 6. Mais avant de parler de la 6, je voudrais juste montrer que le Sénégal, comme l'a indiqué tout à l'heure le ministre, a ratifié l'annexe 1, 2 obligatoire, l'annexe 3, 4 et 5 facultatif, mais n'a pas encore ratifié la convention, l'annexe sur la pollution atmosphérique par les navires. Voilà. Donc,
La convention est rentrée en vigueur en 2005. On est donc à pratiquement 20 ans bientôt. Et le Sénégal n'a pas encore adhéré à cette convention-là. Alors, est-ce que Marpol a été positif ou pas? Est-ce que Marpol, les bénéfices escomptés de Marpol ont été atteints ou pas? Voilà. Cette courbe nous montre ici le nombre de déversements. Quand vous voyez la courbe, elle baisse là. Par contre, par l'opposé, le produit transporté, la quantité de produits augmente. Donc, ça veut dire que Marpol, en fait, a fonctionné. On va le voir mieux dans cette courbe-là. Vous voyez la baisse des déversements. C'est-à-dire que la prévention a joué. Au départ, on était à des milliers et des milliers de tonnes. Maintenant, on est à quelques 5,7. Vous voyez? Voilà, donc ça a marché. 5. Maintenant, le 6e annexe. On va changer carrément sur le point de vue juridique. On va mettre en place un protocole. Et ce protocole va s'appeler le protocole de 97. Et ça va être les règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires. C'est la fameuse annexe 5. Elle est obligatoire. On la ratifie ou on ne la ratifie pas. D'accord? C'est comme la 1 et la 2. Alors, ce protocole va modifier la convention Marpol. Elle a modifié la convention Marpol. D'accord? Elle entre en vigueur quand on va ratifier, quand le Sénégal va ratifier le protocole, il va entrer en vigueur 3 mois après le dépôt de l'instrument de ratification qu'on va voir. D'accord? Quelqu'un me surveille l'heure, s'il vous plaît, parce que souvent j'ai une notion, je n'ai pas tellement la notion quand je parle. Alors, vous voyez ça? C'est de la fumée de moteur, hein? Ah, plus loin, on dirait un incendie ou pas? Non, c'est bien ça. Et on va voir que ce protocole de 97, l'annexe 6, va traiter de la pollution non seulement de l'habitat, mais il va y avoir une jonction sur la stratégie de l'Organisation maritime internationale sur la réduction des émissions à gaz de serre. On va le voir. Alors, cette annexe 6, là, historiquement, on a vu en 2009, elle a été adoptée. Ensuite, en 2010, on a introduit ce qu'on appelle le code technique NOx, que Adam Gueye connaît très bien. Tous les mécaniciens connaissent très bien. Parce que tout moteur doit avoir un fichier NOx, un dossier NOx. OK? Alors, le chapitre 4 est 9. C'est le chapitre 9. Il y a quelques mois. Parce que l'ancien chapitre 4, c'était le rendement énergétique. C'est le rendement énergétique des navires. Le chapitre 4 a été rebaptisé pour s'appeler maintenant Règles relatives à l'intensité de carbone des transports maritimes internationaux, et on va le voir un peu plus dans le détail. Actuellement, 105 pays sont non signés, ont ratifié, ont adhéré à la date du 5 de ce mois de septembre-là. Voilà. À chaque session de MEPC, il y a des amendements qui arrivent. De quoi traite justement cette annexe? Il va traiter, bien sûr, des généralités, tout ce qui est juridique, etc. Mais il va, au niveau du chapitre 3, traiter le contrôle des émissions des navires. Et on va voir de quoi il va s'agir. Et le 4, c'est les règles. On va introduire de nouvelles notions, comme le CD2. On va introduire le EEDI. On va introduire le EEXI. D'accord? On va introduire le SEMP. On va voir un peu plus en détail de quoi il s'agit. Il est rentré en vigueur le 19 mai de l'an 2005. Il va traiter de la pollution locale, les SOx, les NOx, les particules. Les SOx, on va voir, c'est les oxydes de soufre. Les NOx sont les oxydes d'azote, en général. Ensuite, on va parler des SACO. C'est des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il va réguler tout cela. Il va réguler ce qu'on appelle également les composés organiques volatiles, qui concernent surtout les pétroliers et les terminaux, les incinérateurs. Mais également, surtout, très intéressant et un peu plus complexe, c'est cette dernière partie qui va traiter du rendement énergétique des navires
les EEJ, EX, CI, DSC et SIMP, qu'on va regarder un peu plus rapidement. Ça, c'est une rue de Dakar, hein, du côté de chez Moussa Diop, là, on voit bien la grande mosquée. Vous voyez cette image? C'est une image qu'on voit tous les jours, qui est quotidienne, hein, on vit dans ça. Vous voyez également cette image. J'ai montré ces images pour faire la jonction avec l'annexe 6. Parce que là, cette voiture qui avance là, ce qu'elle dégage, en fait, c'est ça. C'est des oxydes d'azote, c'est des oxydes de soufre, c'est des particules, matières particulières. Vous voyez, qui sont les matières particulières sont de 2,5 microgrammes par mètre cube ou 10 par mètre cube. Et on va voir un peu. Regardez cela. C'est assez expressif. Cette courbe-là va jusqu'à 402 ppm, c'est-à-dire les matières particulières. Ils sont exprimés en micromètres par kilo et par mètre cube. La norme de l'OMS, c'est 25. 25, c'est très rouge. Et la norme des Américains, c'est 35, un peu plus. 2,5. D'accord? C'est ça, la norme internationale. Maintenant, regardez. Si on passe à une ville comme Dakar et Bamako, la norme limite, c'est ça. Dakar est en vert. C'est vrai que nous, on n'a rien à envier à Bamako. Hein. Mais regardez les deux. C'est ça la limite de vie normale. On tend vers les 300 à 400. Ça veut dire que tous les jours, on respire ces particules-là, ces NOx, qui sont extrêmement élevées, qui sont 10 fois, 20 fois supérieures à la norme de l'OMS et la norme mondiale. Et ça, c'est dû à quoi? Justement, on va le voir un peu pour faire la jonction avec l'annexe 6 et la nécessité d'aller vers une ratification. J'ai parlé du protocole de Montréal tout à l'heure. Le protocole de Montréal interdit justement certains réfrigérants, certains produits réfrigérants, particulièrement les CFC. C'est interdit, éliminé. Il y en a un qu'on aimait bien quand on était à l'école de Marseille, c'était le dichloro-difluorométhane. On a le trichloro-difluorométhane. C'est le fréon 22, le fréon 11, etc. Extrêmement dangereux. Et pourtant, si vous allez dans les rues de Dakar, vous l'achetez. C'est interdit par la Convention de Montréal. Le Sénégal l'a ratifié. Pratiquement tous les frigos que vous voyez d'occasion fonctionnent par ces gaz-là. Ils sont extrêmement dangereux pour l'atmosphère et particulièrement pour la couche d'ozone. Tout ça. Alors, en rouge, vous voyez ce qui est totalement banni et évacué dans d'autres pays, vous ne les retrouvez pas. Les jaunes en voie de bannissement. Les verts sont acceptables, mais très bon, probablement pour quelque temps. Et les derniers, c'est les verts olives, qui sont l'avenir. Ils sont catégorisés par ce qu'on appelle les PACO ou les PRG. Les PACO, c'est le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et le potentiel de réchauffement global. Plus le chiffre est élevé, plus il contribue au réchauffement global. On voit bien que les chiffres ici, vous voyez, les élèves sont de l'ordre de 5900, alors que pour ceux-là, ils sont de 3, 1, inférieur à 1. Donc, c'est ça qu'on privilégie en ce moment et sur les bateaux. Mais le drame, c'est que si vous allez dans nos bateaux ici, là, vous trouvez ceux-là. Vérifiez, monsieur, mesdames les officiers, là, quand vous arrivez dans vos bateaux, s'ils sont en norme ou pas, mais vous les verrez. Voilà. Par exemple, ici, effectivement, ça, c'est du 410A. 410A, on est là. 410A. Vous voyez le potentiel de réchauffement, c'est 1890, c'est quand même assez élevé, mais ceux-là, comme je l'ai dit, sont en voie de bannissement en ce moment. Vous surveillez le temps, vous me direz là si on est à 10 minutes. D'accord. Alors, les installations de réception portuaires, c'est un élément où pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, je ne dis pas de l'Afrique de l'Ouest, mais presque la plupart des pays en voie de développement du monde ont été
coincés, ont été pincés pendant l'IMSAS, c'est-à-dire l'audit de l'ONU, dans le Sénégal. Alors, l'ONU demande que chaque pays mette en place des installations de réception adéquates. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'adéquatie, ce que j'appelle l'adéquation? Et c'est défini. Là. Le ministre a tout à l'heure parlé effectivement de ces systèmes mobiles, mais encore faut-il, il faut qu'on documente parfaitement justement de la prise du navire jusqu'à la fin de la procédure, qu'on le documente et qu'on le présente à l'ONU. Et qu'on le présente réellement à l'ONU. Et on va voir pourquoi la communication est importante. D'accord? Donc, il faut la notification de cela. Je passe rapidement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'annexe? L'annexe, de nouveau, c'est qu'on est passé, pour le soufre, les oxydes de soufre, on est passé de 4,5 à 3,5 et en ce moment, on est à 0,5. N'est-ce pas? 0,5% masse sur masse de soufre. Maintenant, on ne peut pas naviguer sans, en deçà, au-dessus de cette valeur-là. Pourtant, ici à Dakar, moi j'observe tous les bateaux qui passent ici, il y en a qui arrivent. Beaucoup de bateaux le font. Et pire, il y a des navires qui viennent en Afrique, et quand ils arrivent dans nos ports ici, ils utilisent un fuel qu'ils n'utilisent jamais en Europe. Ouais. Je pensais être la seule personne à m'en rendre compte. Et il s'est trouvé que j'ai un collègue que j'ai rencontré, un collègue sénégalais que j'ai rencontré à bord et on en discutait. Il me disait, mais moi j'ai toujours ça tous les jours, je l'ai régulièrement. Donc, voilà. Et quand on est dans une zone classée CK, ce qu'on appelle CK, donc les zones contrôlées, on est à 0,1, c'est beaucoup plus. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent là. Hein? Je sais que Mme Dior est très intéressée par l'offshore là, et les structures qui sont dehors. Là. On va avoir énormément de bateaux qui vont venir. Beaucoup de pétroliers qui vont venir. Ça va impacter beaucoup de choses. La pollution biologique, la pollution atmosphérique. D'accord? Alors, et c'est la fameuse... C'est dans 10 minutes? D'accord. C'est la fameuse OMI 2021, la réduction des gaz à effet de serre. Les scrubbers, si vous pouvez avoir le fuel à 0,5, ils vous mettent en place ce qu'on appelle un scrubber. Le scrubber, c'est juste ceux qui ont navigué au pétrole le savent. D'accord? En français, on pourrait travailler par un laveur. Il lave les gaz d'échappement et pour en faire quelque chose de moins de plus. Voilà. Alors, la dame, qu'est-ce qu'elle aura à faire pour les navires aura à faire pour les navires supérieurs à 400 sur les plateformes, les engins flottants? D'accord? Il va falloir délivrer des certificats. Voilà un AFP. Également pour les navires de plus de 5000, et je pense que le Gilor est de 5000 et plus, justement, vous allez avoir à faire beaucoup de travail avec l'annexe 6. D'accord? Je le passe, voilà. Et ça nous amène vers la stratégie de l'ONU sur la réduction des gaz à effet de serre. Et trois notions vont apparaître. La notion EDI, l'indice de conception d'efficacité énergétique. L'EX, qui va nous concerner, qui va concerner les joguets, qui va concerner tous vos navires. Tous vos navires, en fait, vont être concernés par ça, y compris la Superiata. Et ensuite, la dernière, c'est l'indicateur, justement, l'indicateur le C2I qu'on va voir beaucoup plus. Et tout ça, justement, c'est la stratégie de l'ONU 2005 qui va jusqu'à 2050, qui justement qui nous amène à ça. L'EDI, qu'est-ce que c'est en fait, en résumé? Ça va amener des navires beaucoup plus efficaces du point de vue énergétique. Donc, forcément, les nouvelles constructions vont être innovantes. D'accord? Et on va justement faire la différence des objectifs. Il y a des différences d'objectifs à atteindre. L'EX concerne les navires existants. Donc, tous nos navires, là. D'accord?
1er novembre 2022 est déjà. C'est-à-dire que quand le Sénégal va ratifier la Convention, obligatoirement, il va falloir rattraper tout ce retard-là. C'est pourquoi je disais un retard à rattraper. Vous voyez? Il y a une certification unique et également, on va améliorer ce qu'on appelle l'intensité en carbone. Qu'est-ce que c'est que l'intensité en carbone? C'est cela. C'est l'indicateur de l'intensité en carbone. Les navires vont être classés comme les frigidaires, les voitures, etc. avec cette fameuse, vous voyez, vert, jaune, rouge, A étant la plus économique et la plus efficace, etc. Et puis, on va justement avoir une note. Et cette note, c'est la NAM qui va donner cette note-là à notre navire. A, B, c'est bon. C, c'est bon, enfin bon. Et si vous êtes à D, E pour 2 années consécutives, vous êtes obligé de revoir votre copie et justement faire un plan de mesure. Et c'est entré en vigueur le 1er janvier dernier. Maintenant, le Sénégal vers une adhésion? Sûrement. Oui, parce que le Sénégal a besoin d'inspecter et il va se faire inspecter ces navires. 4 pays ont déjà ratifié dans la région et des pays où le Sénégal, où les navires sénégalais vont. Le Ghana, par exemple, le Nigeria et bientôt d'autres pays qui vont ratifier. Si vous ne ratifiez pas et que vous arrivez, il y a ce qu'on appelle, que Awa connaît très bien, ce principe. No more favorable treatment. On ne fera plus de faveur à quiconque qui n'est pas parti à la Convention. Si le Sénégal n'a pas ratifié, il va être ciblé. D'accord? Ça va être une cible, carrément. C'est-à-dire que si le jockey arrive dans n'importe quel pays qui est ratifié, c'est le jockey qui va être visité en premier, inspecté. Donc, pas de faveur, de traitement de faveur. Si vous voulez qu'on vous traite avec faveur, vous ratifiez la Convention, vous adhérez à la Convention. Donc, il va falloir également, l'État va falloir procéder à la formation, à la sensibilisation des équipages, voilà, des acteurs maritimes dans la réglementation, conformité de réglementation. La réglementation, il faut la mettre à jour. La différence entre les pays, le droit commun et le droit civil, les Français et les Anglos, donc un peu nous et les Ghanéens ou les Gambiens, la différence, c'est qu'eux suivent un régime qu'on appelle dualiste, hein, je pense, qui fait que quand une convention est ratifiée par eux à l'international, ils ne la prennent pas directement comme ça dans leur droit. Ils sont obligés de la transposer dans leur droit. Alors que chez nous, le droit civil, hein, c'est ce qu'on appelle le principe moniste, je pense. Dès que le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères signe une convention à l'étranger, il devient immédiatement, automatiquement. Mais le problème qui se pose, c'est que ces conventions-là, on a besoin pour ces conventions-là d'avoir une réglementation précise, de façon à permettre aux officiers de l'État du port qui vont aborder des navires ou qui vont aborder des bateaux de pouvoir réellement travailler directement sur des réglementations concrètes. Or que ces conventions, le Marpol, SOLAS, etc., non, elles ne sont pas concrètes. Voilà. On ne peut pas les appliquer directement. La gestion des déchets, les installations, j'en ai parlé, et puis il y a un système de collecte de données qui a commencé depuis 2023, depuis 2021, que la NAM devra rattraper également pour tous les navires, même si vous n'êtes... Ouais. Et je vais terminer avec les différentes étapes, les étapes à l'adhésion. Qu'est-ce qu'il faudra? Parce que jusqu'à présent, le Sénégal a adhéré à plusieurs conventions. Presque toutes les conventions dites pertinentes à l'époque, on appelait ça les conventions pertinentes, relevant conventions. Le Sénégal a ratifié ces conventions. Mais le problème, c'est que la façon dont le Sénégal a ratifié ces conventions, à mon avis, devrait être revue. Ces conventions-là, comment on les ratifie? Et je vous donne ici une ébauche de comment on pourrait ratifier ces conventions, particulièrement l'annexe 6. D'abord, il va falloir créer une équipe spéciale. Vous allez mettre en place une stratégie de ratification, d'adhésion plutôt. Vous voyez, parce que la ratification, le Sénégal ne peut pas techniquement, juridiquement, techniquement, selon les termes,
ratifier, mais il peut adhérer. L'adhésion à la Convention, et cette ratification et cette adhésion à la Convention va passer par une stratégie. Avant d'arriver à ce stade, il va falloir mettre en place une stratégie d'adhésion à la Convention, une stratégie d'adhésion à l'annexe. Pour cela, on va créer d'abord, l'État du Sénégal va créer ce qu'on appelle une équipe spéciale. C'est une équipe spéciale qui va être composée de plusieurs techniciens, de plusieurs parties prenantes différentes. Il va y avoir le port, il va y avoir l'industrie, il va y avoir les écoles, il va y avoir tout le monde, les parties prenantes, toutes les parties prenantes qui sont identifiées. Vous voyez, l'association des officiers de la marine marchande va avoir beaucoup à dire son mot. Ensuite, vous allez travailler sur comment mettre en place une politique et une stratégie. D'accord. Une fois que vous avez fait, vous allez développer un plan d'action. Vous savez, on n'a pas besoin d'inventer la roue. Si vous allez dans l'OMI, dans la bibliothèque de l'OMI, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler cela. Ensuite, vous allez mettre en place une législation, un draft, un projet de législation, de réforme institutionnelle pour justement orienter uniquement à l'annexe 6. Et vous allez mettre en place une stratégie maintenant. Ici, vous avez les politiques, vous les esquissez. Ici, vous allez mettre en œuvre et vous allez appliquer le plan d'action. D'accord? Là, on devient du concret là. Qu'est-ce qui va se passer après? Il ne reste plus qu'à faire la surveillance de ce qu'on fait. Vous envoyez vos inspecteurs, vous travaillez dessus, vous faites des mesures, vous savez comment, si actuellement votre étude fonctionne bien, vous avez fait toutes les évaluations de risque, toutes les évaluations, hein, les besoins, et justement, à ce niveau-là, et seulement à ce niveau-là, vous allez voir le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale. J'ai mis le nouveau, parce que je suis sûr que par le temps où le Sénégal va ratifier la convention, ce sera ce monsieur-là, peut-être qui sera là, je l'espère, parce que l'autre, il s'en va au mois de janvier, au mois de décembre. Donc, vous allez déposer les instruments d'adhésion au protocole. Et quand vous allez déposer les instruments d'adhésion, c'est là où vont pouvoir légalement intervenir, c'est l'équipe de choc de l'ANAM, hein, des inspecteurs de l'ANAM, que sont M. Sembène et autres. C'est là où vous pourrez intervenir dans le cadre du protocole, du mémorandum d'Abuja, au nom du Sénégal, parce que le Sénégal a adhéré. Vous avez déposé, vous avez adhéré. 3 mois après, ça devient, mais vous avez mis tout ce qu'il faut en place. Vous avez testé le système. Et seulement là, vous êtes parti à la convention et les responsabilités commencent et vous êtes en face de vos responsabilités. Jusqu'à présent, ce qui se faisait, c'était l'inverse. C'était totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on ratifie d'abord et on commence à voir comment on va le mettre en œuvre et comment on va l'appliquer. C'est très grave et c'est très dangereux. La responsabilité de l'État à tous les moments est engagée. Parce que vous avez ratifié une convention, donc vous avez pris devant la communauté internationale des engagements pour lesquels vous n'êtes même pas préparé. Oui. On ne ratifie pas en amont. On se prépare, on met en place ce qu'il faut, on prépare le personnel qu'il faut, les infrastructures qu'il faut, et on le teste pendant un certain temps, on en tire les conclusions, et tout est concluant, on dépose au niveau de l'Organisation maritime internationale pour dire, voilà, dans 3 mois, on est responsable de nos choses et on va. Je connais un autre pays africain que j'ai visité, que j'ai audité. Ce pays, à chaque fois qu'une convention sort, moins d'1 an après, c'est les premiers à les ratifier. Systématiquement. Systématiquement, ils les ratifient. Si vous allez chez eux, en fait, ils n'appliquent rien du tout. Mais c'est seulement là, à ce niveau-là, vous pouvez appliquer le... Voilà, je pense que je suis dans les temps, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc, voilà, c'était la présentation. C'était assez bref, assez condensé, assez compressé, hein, style Formule 1. Mais on ne peut pas, Marpol, on ne peut pas la décliner sur un temps aussi court. Je donne l'exemple du Marpol 6.
avec l'OMI, la formation en jours prend à peu près 45 jours, mais répartis sur plusieurs. Donc, chaque pays demande un certain temps, une formation, un module qui prend 5 jours, un autre qui prend 3 jours, ainsi de suite, jusqu'à. Mais pour tout faire, tout boucler, de Marpol 5 ans, je parle simplement du 5, du chapitre 1 au chapitre 4, et c'est une annexe extrêmement complexe, qui tous les 6 mois change, parce que tous les 6 mois, il y a un comité MEPC qui se réunit. Tous les 6 mois, il y a des amendements. Et ces amendements-là, les États ont obligation de les suivre et de les, puisqu'ils ont signé. Donc voilà, je m'excuse, je pense que je suis dans les temps, non? Oui, un peu dépassé. Merci beaucoup. Merci d'applaudir.